Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Vous êtes sur Bismart et nous sommes dans l'émission qui vous plonge dans le monde de l'innovation, la nouvelle société numérique qui développe aussi son vocabulaire. On va commencer avec un terme, il s'appelle excubation. Alors excubation, on va voir à travers ce mot quelle est cette nouvelle méthode qui permet éventuellement de vendre sa start-up à son ex-futur employeur. On va nous expliquer tout ça. Michel Safar, nous comptons sur vous. Ce sera le sujet de l'interview dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va étudier le business des podcasts. Alors on nous dit que les chiffres sont faramineux, excellent, c'est le nouveau média star. On va voir derrière quels sont les chiffres, combien ça coûte, combien ça rapporte, est-ce qu'il y a un business model rentable. Nous aurons pour cela des spécialistes et une podcasteuse en plateau. Et puis, je vous proposerai de découvrir un nouveau rendez-vous dans Smart Tech. Alors, avec elle, ce sont des portraits de femmes entrepreneuses dans la tech qui sont racontés par une de mes nouvelles connexions de cet été, Olivia Strigari. Et on conclura avec le portrait d'un robot, un nouveau robot qui lui se prend pour un caméléon et dont les applications ne sont pas uniquement ludiques. Mais d'abord, donc place à l'interview. Bonjour Michel Safar. Alors j'ai titré ce rendez-vous Comment vendre sa start-up à son employeur. C'est un raccourci évidemment. Vous allez nous expliquer quelle est cette méthodologie d'accompagnement de start-up que vous avez lancée. Vous êtes donc le créateur et le dirigeant d'un programme qui s'appelle X-Cube. Que manquait-il déjà comme soutien aux start-upers, aux entrepreneurs ? Bonjour, alors oui, X-Cube est un programme qui est là pour aider les grands groupes à se diversifier et à faire de l'innovation d'une manière nouvelle et qui s'adresse à des entrepreneurs qui sont des professionnels expérimentés et qui vont pouvoir créer leur entreprise et la vendre à un grand groupe. Alors, ce terme excubation que vous utilisez pour présenter votre méthodologie, on peut le définir plus précisément ? Oui, on peut. Il est complémentaire à incubation, où on incube à l'intérieur d'un lieu et d'un endroit. Là, l'idée, c'est que ce grand groupe, en l'occurrence pour nous, Bouygues Telecom, pour cette opération-là... En fait, Bouygues Telecom, c'est votre premier client, c'est notre premier client, voilà, et qui nous a confié le soin de mettre en place ce programme pour eux. Et donc, nous allons excuber, c'est-à-dire accompagner et aider ces entreprises, mais hors mur, à l'extérieur du groupe. Et nous n'avons d'ailleurs pas de lieu particulier. C'est un programme d'accompagnement. Alors, vous accompagnez qui, en fait ? Quelle est la cible de l'entrepreneur type qui vous intéresse ? Alors, l'entrepreneur type, justement, ce sont des professionnels expérimentés qui connaissent leur marché, qui ont très envie d'entreprendre, qui ont une motivation forte et qui ont plus qu'une idée, c'est-à-dire l'idée et aussi la vision de ce que va être l'entreprise et leur produit. Et vous avez employé le terme d'expérimenter, c'est ça ? Oui. Ça veut dire quoi ? Donc c'est une population de quadragénaires ? Exactement. Ce sont des gens qui doivent, selon nous, connaître bien le marché sur lequel ils veulent se déployer. Donc ils sont peut-être issus du groupe avec lequel vous travaillez ? Absolument. Ou qui travaillent encore au sein de ce groupe ? Alors pas obligatoirement, c'est à la fois... Comment ça se passe s'il est au sein du groupe ? Alors prenons quand même ce cas qui est intéressant parce que de plus en plus de cadres expérimentés, comme vous dites, commencent à être titillés par l'idée de monter leur propre entreprise, à avoir d'autres horizons que le groupe dans lequel ils ont passé peut-être 20 ans, 30 ans. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Comment vous les accompagnez ? Alors, permettez-moi de préciser que c'est à la fois un programme d'intrapreneuriat, comme vous venez de le mentionner, puis à la fois c'est ouvert pour tout le monde. Hein. Bien sûr. Ouais. Les gens qui nous regardent là sont potentiellement intéressés. Donc ce sont, si je reprends votre exemple, des cadres qui travaillent dans des entreprises et qui ont l'envie d'entreprendre parce qu'ils ont vu quelque chose qui est une opportunité. Par exemple, un produit qui manque, un service qui manque. Et ils veulent le développer, mais aujourd'hui, créer son entreprise, c'est difficile. Trouver de l'argent, c'est difficile. Et nous leur proposons de les accompagner, de les aider et de financer entièrement l'entreprise. Donc ils doivent s'adresser à vous ou au groupe ? Alors c'est nous qui menons le programme pour le compte de Bouygues Telecom, donc ils s'adressent à nous sur notre site et ils viennent déposer leur dossier de candidature. D'accord. Et donc ensuite, le groupe va financer ce projet auquel il croit a priori, laisser la start-up ou l'entreprise croître et dans l'objectif à terme donc de racheter, c'est ça ?
C'est ça. les actifs. C'est exactement l'idée, c'est d'excuber, donc de mettre à l'extérieur une société qui va croître, accompagnée par nous pendant environ 3 ans. Dont ne s'occupera pas du tout le groupe. Il finance simplement. Alors, il fait un peu plus que le financer, puisque tous les 3 mois, il vient voir comment ça se passe, et il ne finance pas tout au début. Il finance au fur et à mesure, au fil de l'eau, et il laisse l'entreprise sous notre accompagnement, si je puis dire. Nous, on les aide, on les voit en permanence, toutes les semaines, tout le temps. On a toute l'équipe X-Cube qui travaille avec ces entrepreneurs, qui sont peut-être pour la première fois entrepreneurs, qui sont des cadres expérimentés, mais pas forcément... Mais alors, où est la nouveauté? Parce que Michel Safarsar, on a déjà des programmes qui existent comme ça. Et ça, c'est une première question. Où est la nouveauté? Et la deuxième, est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle d'être absorbé par un grand groupe au final? Alors, 2 questions différentes. Alors, où est la nouveauté? Il y a de grandes nuances par rapport à ce qui existe aujourd'hui. La première, c'est que les conditions du rachat sont déterminées à l'avance, le parcours est déterminé à l'avance, et le financement est entièrement fait par le grand groupe. Il n'y a pas de capital risque, par exemple. Il n'y a pas de tour de table, il n'y a pas de valorisation qui s'envole. Il y a un programme qui est déterminé pour créer au bout un rachat d'entreprise. Donc, c'est un parcours très sécurisé pour l'entrepreneur. Voilà, beaucoup plus sécurisé que le mode start-up, comme on dit. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, il y en a, mais ils sont sécurisés. Et puis surtout, la question au bout pour le grand compte, c'est de s'assurer que ce soit une réussite. Donc que les dirigeants restent une fois qu'ils ont été rachetés. Ça fait partie du programme, les conditions font partie du programme. Et le fait Combien de temps? 3 Il y a un ans. engagement? Dans la première promotion, c'était 3 ans. Je pense que la deuxième sera également 3 ans. D'accord. Et alors, sur ma deuxième question, est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle d'être absorbé? On ne va pas avoir le temps d'avoir une longue réponse, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Si on considère que les entrepreneurs sont des profils qui ne sont pas forcément des start-upers, ça peut être une très bonne nouvelle. Le concours est ouvert en ce moment, jusqu'au 6 septembre. C'est vraiment le moment de postuler. Et les candidats sont des candidats extrêmement expérimentés et qui vont pouvoir enfin... on innove vraiment dans la manière de créer de l'entreprise. Merci beaucoup, Michel Safar. On suivra donc ce programme X-Cube. Moi, ça m'intéresse de voir comment ça évolue et quels sont les écueils parfois. Quand on voit des pépites absorbées par des grands groupes, on a parfois le sentiment qu'on tue la poule aux œufs d'or. Donc, on suivra ça avec vous. Merci encore. On enchaîne Smart Tech. C'est l'heure du talk. On va parler du business des podcasts. Alors, y a-t-il enfin un modèle économique derrière les podcasts que nous adorons? On va en parler avec Katia Sanero, directrice générale associée de Louis Média, qui est un studio de production de podcasts narratifs indépendants. Il a été créé il y a 3 ans par 2 journalistes, en l'occurrence Charlotte Pudlowski et Mélissa Bounois. Avec nous également Pénélope Boeuf, podcasteuse, fondatrice du studio de narration La Toile sur écoute. Alors, pour se faire une idée de vos productions, on va tout de suite les écouter. Un extrait. Salut les arnaqueurs, c'est Penny. Ça s'écrit plus ou moins comme un pénis, mais sans... Dans ce 11e et avant-dernier épisode de la saison 9 de l'arnaque sur le thème de mes dates foirées, je vais vous spoiler direct et je vais vous dire que j'ai foiré une date à cause d'un challenge que j'avais lancé. Et c'était il y a 2 semaines, je me baladais au jardin du Luxembourg parce que j'avais pas envie de travailler et je savais pas quoi faire d'autre. Alors j'ai fait demi-tour pour rentrer chez moi et là, comme si ça tombait du ciel, un type, il s'est approché, comme dans les films, et il m'a dit « Est-ce que je peux vous proposer d'aller boire un verre ?» Vous avez une chance incroyable parce que moi j'ai écouté quelques épisodes de l'arnaque. Ouais. Où vous faites de très belles rencontres régulièrement. Oui, je force un peu la rencontre, je crée l'opportunité pour qu'il m'arrive un peu des choses extraordinaires. Bon, alors on est là pour parler du business derrière vos podcasts. On va commencer ensemble, Katia Sanero. J'imagine que vous avez des chiffres déjà à nous communiquer. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui le podcast en France? Alors, en termes d'écoute, d'abonnés? Alors, le podcast aujourd'hui, déjà on distingue 2 types de podcasts. Le podcast de replay, qui est plutôt un replay d'émissions de radio. Pour les médias. Le podcast, voilà, narratif. C'est ce qu'on fait nous aujourd'hui. Ce sont des émissions qui sont vraiment créées sur mesure pour cette écoute audio-digitale. C'est un marché en plein essor. Nous, chez Louis Média, en fonction des mois, on enregistre jusqu'à 900 000 écoutes, près d'1 million. Mais surtout, la spécificité du podcast natif, c'est
c'est cet engagement qu'on ne retrouve pas sur le reste des médias aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, sur certaines de nos émissions, comme Passage, Émotion, le Book Club, on a des taux d'écoute supérieurs à 80-90%. Et on reçoit à chaque émission des témoignages, des messages. Véritablement, il y a un engagement des auditeurs, peut-être parce qu'ils écoutent directement au creux de l'oreille ou en tout cas dans une relation très personnelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un média, c'est vraiment le Comment cœur. sont mesurées les écoutes? Parce que pour un média, on a Médiamétrie. Pour vous, comment ça se passe sur les podcasts natifs? Médiamétrie existe. Nous, on est très nombreux à avoir rejoint l'ACPM, également Pénélope. L'ACPM, aujourd'hui, certifie l'ensemble de nos écoutes, l'ensemble de nos émissions. Et on a chaque mois un barème par Donc ça commence studio. à structurer. Exactement. On ne peut plus mentir facilement sur ses audiences. Et non. Alors, est-ce qu'on a vu les chiffres baisser à cette occasion? Alors, les chiffres varient forcément en fonction des mois, puisque chaque mois, une émission n'a pas le même nombre d'épisodes. Également, il y a une logique de volumétrie. Plus on a un grand nombre de petits épisodes, plus on va avoir un nombre d'écoutes important. Nous, on fait beaucoup d'épisodes très longs, supérieurs parfois à 30-40 minutes, puisqu'on fait du narratif. Donc voilà, on n'est pas, nous, dans une course à la performance, parce qu'on fait vraiment des podcasts qu'on souhaite les plus qualitatifs et les plus exigeants possibles. Mais en tout cas, ça permet de mesurer le marché avec une pluralité d'acteurs qui sont représentés. Alors, Pénélope Boeuf, parlez-nous, vous, de vos audiences, vos fidèles, vos abonnés. Alors moi, donc, j'ai lancé mon studio en fin 2018. Aujourd'hui, j'ai 8 chaînes de podcasts. J'en sors 5 nouvelles là dans les prochaines semaines. J'ai cumulé plus de 5 millions d'écoutes. Moi, j'ai été jusqu'à il y a une semaine seule. On va être 5, une équipe de 5 à la rentrée. D'accord. C'est en train de se structurer aussi au sein de mes. Alors, de mon 5, ça studio. veut dire 5 des salariés? Vous montez votre structure, vous allez être la patronne? Moi, je suis déjà ma patronne. Bien sûr. Mais la patronne des 4 autres? Et la patronne des 4 autres, ouais, j'ai un CDI et 3 alternants. 2 alternants et un stagiaire. D'accord. Donc ça veut dire qu'au-delà, parce que vous parlez de production de qualité, au-delà des coûts de production, il y a aussi des coûts d'une entreprise classique. D'où ma question, est-ce que derrière, il y a un business model qui permet de financer ces podcasts? Ou une rentabilité, ça doit être C'est la question. Ou plusieurs business models, oui. Alors, je dirais qu'il y a une pluralité aujourd'hui du modèle. Il est en train véritablement de s'établir et on est dans des années assez cruciales pour le podcast natif, puisqu'on est dans des années où on a de plus en plus d'auditeurs, mais on a aussi besoin, par rapport à nos partenaires, plateformes, marques, de structurer l'ensemble des relations. Sur nos podcasts sous la marque Louis Média, aujourd'hui on en produit 9, on a un modèle publicitaire qu'on appelle le sponsoring, puisqu'à la différence des autres publicités, c'est un message qu'on écrit véritablement sur mesure pour chaque partenaire qui va vouloir soutenir le programme. Donc il est dans la voie de Louis Média et il a une vraie logique d'endorsement. Et ça nous permet de garder sur le marché du podcast une publicité qui est ultra qualitative. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on partage avec l'ensemble des acteurs. Parce qu'il faut qu'elle soit tolérée, cette publicité. Et ne pas rompre ce contrat en fait, de confiance qu'il y a entre l'auditeur et le producteur et le podcasteur qui va parler, puisqu'on parlait de cet engagement qui est très précieux. Je pense que c'est notre rôle avant tout de maintenir cette confiance et cette promesse. Alors, j'ai regardé sur votre chaîne, on peut évidemment s'abonner, mais on peut aussi passer par un mode gratuit avec publicité. Vous avez la même démarche par rapport aux annonceurs ? Alors moi, toutes mes chaînes sont gratuites. Oui, avec Apple, j'ai mis en place un abonnement payant. C'est ça, parce que c'est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée là cet été. Exactement, je voulais tester le modèle. Alors moi, tous mes contenus restent gratuits, mais sans publicité. C'est payant, je crois que je l'ai mis à 1,49 €, quelque chose comme ça. Ouais. Ça fait 3 mois à peu près, 3 mois que c'est lancé. Écoutez, j'ai un abonné. Ok. Super. Je me félicite, il n'y a pas de petite victoire. Non, c'est un modèle auquel je crois, mais pas sous cette forme-là, dans le sens où aujourd'hui, Apple propose de payer pour chaque podcast ou chaque groupe de podcasts, donc Louis Média ou La Toile sur Écoute ou d'autres. Mais sauf que je trouve que ça fait beaucoup pour un auditeur de payer 2 €, 2 €, 2 €, 2 €. Pourquoi ne pas faire payer plutôt 2 € pour tous les podcasts d'Apple, ce que fait d'autres plateformes comme Spotify ou Deezer. Ça posera la question du reversement aussi. Parce que, bon, on en
en parle beaucoup dans la musique, de la question de rémunération des artistes, mais finalement, vous avez la même problématique. C'est les mêmes plateformes qui vous diffusent et qui captent une partie des revenus. Oui, et c'est la vraie question. Moi, c'est la question que je me pose, c'est pourquoi aujourd'hui est-ce que ces plateformes-là nous rémunèrent pas? Parce que moi, j'estime qu'un podcasteur, c'est un journaliste, un dénicheur, un défricheur, quelqu'un qui écrit, c'est une voix, c'est un artiste. Ouais. Et donc, finalement, on est exactement... on a la même fibre artistique qu'un chanteur ou autre. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas rémunéré? Pourquoi est-ce qu'on doit faire payer l'auditeur plutôt que rémunérer l'artiste? Il n'y a pas d'aide à la création non plus pour les podcasteurs. Exactement. À l'heure actuelle, le podcast, qui est à la fois un média, puisqu'il transmet une information, nous on fait beaucoup de documentaires journalistiques par exemple, mais c'est aussi finalement un objet créatif qui peut s'apparenter au marché de l'audiovisuel. On est vraiment un média hybride, je dirais, entre les deux, vraiment nouvelle génération. Il est reconnu nulle part, il n'existe pas encore. Donc on ne bénéficie à l'heure actuelle ni des aides à la création côté média, ni des aides à la création que peuvent avoir des studios de production audiovisuelle. Il y a quand même des droits d'auteur, non, j'imagine? Vous participez... Alors nous, en tant que producteurs, on respecte évidemment le droit d'auteur. Oui. On a signé récemment, en début d'année, avec la SCAM, qui redistribue le droit d'auteur sur la distribution des podcasts. On travaille également avec la SACEM, avec la SACD. C'est évidemment parmi nos priorités de continuer à structurer ce marché. Mais voilà, on a encore des chantiers à faire. On a parlé des plateformes, on a parlé des différentes aides qui pourraient aider la création et surtout la création de podcasts français originaux dans l'ADN culturel française. Parce qu'avoir de la traduction de podcasts américains, ça peut être facile, mais pour faire ce que fait Pénélope ou ce qu'on fait nous ou ce que font d'autres, il faut nous aider. C'est derrière, on a des journalistes, derrière, on a des auteurs. Et aujourd'hui, on a de la publicité, on travaille avec des marques pour développer leur propre podcast, pour essayer de financer tout ça. C'est un modèle qui se cherche encore, mais qui a de beaux jours devant lui. Parce que je pense qu'on se rend pas Comment compte. vous vous en sortez financièrement? Financièrement, écoutez, je m'en sors plutôt pas mal. Parce que en modèle de revenu, il y a en effet ce sponsoring dont Katia parlait. Il y a aussi donc, les podcasts de Donc, marque. sponsoring, c'est ce qu'on appelle la publicité traditionnelle, finalement. La publicité personnalisée pour la marque, vous targetez une cible bien vous- particulière, etc. Que vous intégrez dans vos épisodes ou En vous début. parlez vraiment de production en marque blanche? Alors, c'est deux différentes. Il y a les sponsoring qui sont des spots audio qu'on insère en début et ou en fin d'épisode, D'accord, ok. et qui sont des spots personnalisés. Vous pouvez faire aussi du placement de produits, ça on a encore très peu à le faire. C'est-à-dire qu'au sein de l'épisode, vous parlez insidieusement, entre guillemets, d'un produit. Comme sur YouTube, mais il faut le déclarer, en fait, c'est ça? Faut le déclarer. Enfin, en tout cas, les règles... Ah bah oui, tout comme les influenceurs qui l'imposent. aujourd'hui doivent dire partenariat rémunéré, donc voilà. Ensuite, il y a les podcasts de marque, donc c'est en effet en marque blanche, qui aujourd'hui, moi, c'est clairement ce qui me finance. Ensuite, vous pouvez vendre en exclusivité des programmes à des plateformes, à Apple, à Spotify, à Deezer, en exclusivité. Et ça, ils sont demandeurs? Ah oui, ils ont Oui, besoin, ils ont besoin ça de se développe. contenus originaux. Ouais. Après, moi, je fais de la formation au podcast, à des agences ou à des entreprises pour faire des team building. Et après, moi, je recommande vivement de se diversifier. Ouais, il faut être super actif. J'ai vu oui. que vous avez aussi une newsletter, Oui. Vous êtes très, très assidu sur Instagram. Oui, alors c'est Instagram. En fait, tous les réseaux sociaux, il faut se diversifier. Je pense que plus on se diversifie, plus on touche aussi une autre cible, on les fait venir sur nos podcasts. Et c'est comme ça qu'on va réussir à trouver en fait plusieurs modèles. Aujourd'hui, les grands puissants sur les podcasts, finalement, ceux qui s'en sortent le mieux, est-ce que ce sont les studios de production narratifs comme Louis Média ou les médias traditionnels, justement, qui, finalement, eux, sont sur le podcast depuis très longtemps, depuis plus de 15 ans, et qui s'en servent comme leur replay? Alors, je dirais qu'eux, ils ont une chance, c'est que finalement, ils peuvent développer du podcast et ces coûts sont absorbés dans leur masse salariale, dans leurs coûts. Ils peuvent prendre des risques sur des nouveaux programmes, mais je dirais que c'est plus facile pour eux. Et d'ailleurs, c'est un peu étonnant qu'ils ne soient pas plus nombreux à l'heure actuelle. Surtout quand on voit que l'audience des podcasts natifs, elle est plus jeune, elle est plus CSP+. Dans notre cas, elle est très féminine, mais voilà, en tout cas, elle est vraiment précieuse. C'est l'avenir des médias, selon nous. Donc, c'est étonnant qu'ils ne soient pas plus
plus nombreux. Donc je dirais que ça a laissé une place pour des nouveaux médias indépendants dont on fait partie, qui ont envie de donner aussi la parole à des nouvelles voix qu'on ne retrouve pas sur les médias ou les grandes radios traditionnelles. Donc on essaye d'être dans cette diversité-là. C'est aussi pour ça, je pense que les studios sont assez dynamiques. En tout cas, ils sont portés aujourd'hui par des nouvelles générations qui ont envie d'apporter quelque chose de différent, de nouveau et qualitatif. Alors, Pénélope Boeuf parlait de l'importance de se diversifier. Moi, j'ai noté que vous passiez à l'adaptation en livre, en fait, de certaines émissions. C'est-à-dire, vous revenez aux médias papier après le podcast. Alors, on croit beaucoup au papier. C'est pas parce qu'on fait du digital ou de l'audio, mais c'est très complémentaire comme approche le livre et finalement le podcast. Puisque quand on va dans une librairie, on choisit un ouvrage, on regarde la 4e de couverture, on le prend, on ouvre parfois la première page. Et un podcast, c'est assez similaire. On va sur une plateforme, on regarde les illustrations, la couverture, on regarde parfois le descriptif, et puis on lance. Il y a une démarche qui est très active. Et donc nous, on a remarqué que nos auditeurs étaient très consommateurs de produits culturels. Donc, naturellement, on a été approché par des maisons d'édition. On a choisi de développer, cette année, on lance 3 ouvrages. On a lancé au printemps un premier ouvrage issu du podcast Émotion qui vient vraiment compléter cette œuvre. Donc, elle est enrichie d'illustrations, d'encadrés. Elle est coéditée avec les éditions des Arènes. Et on a 2 nouveaux lancements sur ce second semestre, notamment autour du podcast Ou peut-être une nuit de Charlotte Pudlowski, qui est un des grands succès de l'année dernière, qui sera publié fin septembre chez Grasset. Et puis un ouvrage un peu différent qui sortira mi-octobre, décliné du podcast Le Book Club, mais qui est différent. L'objectif visé, c'est quoi? C'est d'accroître la notoriété, finalement, de la marque Louis Média ou de la marque de chaque chaîne de podcast, ou c'est vraiment un business model avec des revenus? Parce que l'édition, c'est pas non plus ce qu'on a trouvé de plus rémunérateur. Alors, il y a une multitude de diversifications possibles. L'édition en est une. On travaille aussi sur des événements, sur des adaptations audiovisuelles. Je dirais que pour nous, on vise que chaque programme qu'on sort, qu'on voit comme une œuvre à part entière, trouve un équilibre nécessaire à son développement pour l'avenir. Donc, évidemment, certains programmes vont avoir plus ou moins de publicité. D'autres vont trouver leur modèle dans des événements via un modèle peut-être de podcast payant, ou alors via des collections d'ouvrages, voire peut-être demain être adapté sur une plateforme comme Netflix ou Amazon. Mais je crois surtout aussi que les studios dont on fait partie sont en fait des médias. Donc à partir du moment où on est un média, on se diversifie sur tous les supports. C'est aussi la raison pour laquelle on se diversifie en print. Et cette arrivée de l'abonnement payant, vous avez dit là pour l'instant, c'est vrai que c'est récent, ça a été lancé mi-juin en France. Vous pensez que ça, c'est une voie qui pourrait donner un petit peu de viabilité au modèle ? Nous, on croit beaucoup à la capacité des auditeurs à financer un podcast de qualité et un podcast unique. Donc, on est également allé tester chez Apple Podcast. On a fait le choix d'arriver avec un podcast nouveau qui est une exclusivité pour Apple Podcast, qui s'appelle En écriture. Qui donne en fait des astuces pour ceux qui veulent se lancer dans l'écriture. Exactement, c'est véritablement des masterclass par les plus grands auteurs, scénaristes de Woodkid à Fanny Herrero. Donc vraiment un contenu très qualitatif, assez unique. C'est présenté par Agathe Le Taillandier. Et l'idée de ce podcast-là, c'est que finalement, on sait que c'est pas un podcast grand public. L'écriture, ça peut toucher tout le monde. Mais alors on a vu que pendant le confinement, ça s'était quand même pas mal développé. Donc c'est une piste pour vous, mais pour l'instant, ça reste une piste à explorer. Bon, c'est encore un peu tôt pour dire si ça peut fonctionner. Pénélope, vous avez aussi publié un livre. Oui. De quels outils a-t-on besoin pour concevoir et mettre en ligne, en fait, si on se lance dans le podcast? Ouais, créer son podcast pour les nuls aux éditions First. Ouais. Alors, on a besoin de combien déjà pour démarrer? Cette question, elle est compliquée parce que... Oui, non, mais je comprends. Ça dépend. On veut faire quoi comme podcast? Est-ce qu'on veut faire un petit podcast dans sa chambre? Est-ce qu'on veut faire un podcast quali avec du sound design? Je peux pas... En fait, on peut commencer avec zéro, comme tout. On peut commencer. Moi, je pense qu'on peut commencer tout ce qu'on veut avec zéro. Et après,
monte en grade en fonction de la qualité qu'on veut donner au podcast. Mais clairement, on peut, j'ai pas du tout envie de dire ça haut et fort ici, mais on peut commencer avec son dictaphone de téléphone. Je sais, c'est une hérésie de dire un truc pareil, mais en fait, si ça peut nous aider à développer un podcast, et soi-même, je pense qu'on va se dire après, c'est pas quali, je vais investir quelques centaines d'euros dans un micro et dans un enregistreur, et tiens, je vais peut-être payer un ingé son parce que c'est pas mon métier. Et l'étape d'après, vous allez voir par exemple un studio. Exactement. Trouver un producteur. Est-ce que tu peux m'aider à me produire ou à me super diffuser ou... Voilà. Donc, si on veut commencer à se lancer dans un podcast, on peut. Faisons-le avec nos propres moyens et puis on va naturellement monter en grade. Bon, merci beaucoup à toutes les deux pour vos éclairages sur ce modèle économique qui commence à prendre forme. On parle de structuration finalement du marché des podcasts en ce moment. Merci Katia Sanero de Louis Média et Pénélope Boeuf de La Toile sur Écoute. Merci. On va partir pour une pause et juste après on se retrouve pour un nouveau rendez-vous, un portrait de femmes entrepreneuses dans la tech. Aujourd'hui, il s'agit d'une anthropologue qui entraîne désormais des IA à corriger leurs biais. Vous êtes bien sûr Bismart, vous regardez Smart Tech en direct à 11h, c'est votre quotidienne dédiée au monde du numérique et de l'innovation. Alors, dans cette deuxième partie de l'émission, aujourd'hui, on va partir à la découverte d'un nouveau robot. Mais avant cela, nous avons un nouveau rendez-vous, avec elle, une femme inspirante qui évolue dans le monde des technologies. Et pour faire son portrait, eh bien, j'ai convié Olivia Strigari, qui est directrice de la publication et cofondatrice du média Informel. Elle est passionnée, Olivia, par les sujets de parité et d'inclusion des femmes dans l'économie d'aujourd'hui. Donc, il me semblait que c'était la bonne personne. Bonjour Olivia, merci d'être connectée avec nous pour ce premier épisode. Donc, vous aviez envie de nous parler d'une jeune entrepreneuse qui combat les biais sexistes parasitant les assistants vocaux et autres algorithmes d'IA, n'est-ce pas ? Exactement, bonjour Delphine. Aujourd'hui, pour ce premier portrait de femme dans la tech, j'avais envie de vous parler de Daphné Marna, qui est une anthropologue au parcours atypique et créatrice d'entreprises au pluriel et de sa toute dernière boîte qui s'appelle Unbias IA, lancée en mars dernier. Elle est basée à Sophia Antipolis, près de Nice, dans l'incubateur de Télécom Paris Euracom. Et Unbias est une entreprise dont la vocation, comme vous disiez à l'instant, est de réduire l'intensité des biais sexistes dans le langage des intelligences artificielles. Par ailleurs, pour info, c'est la seule entreprise incubée chez Télécom actuellement dirigée par une femme. Voilà. Alors, comment Daphné Marna est passée finalement d'un parcours très académique, de l'anthropologie à la start-up tech ? Alors, ils sont assez liés parce qu'après des débuts académiques, comme vous dites, en anthropologie appliquée, donc c'est de l'anthropologie appliquée à une vie pratique concrète à l'université de Paris-Descartes, qu'elle est courte vite parce que son doctorat n'est pas accepté par sa faculté et elle se met à chercher du travail. Et elle commence sa carrière par hasard dans une agence de communication, Innovacorp, qui est séduite justement par son profil d'anthropologue à la science appliquée concrète qui va être très utile pour des études marketing qu'elle va suivre et la gestion des projets qu'elle va porter pour l'agence pendant 5 ans. C'est une agence où, vu son énergie débordante, parce que Daphné est une combattante, elle est vite sur le devant de la scène, mais elle la quitte dès qu'on la met en posture de manager de l'agence et clients. Elle a tout juste 30 ans à ce moment-là, un fils de 3 ans, et elle me dit lors d'une interview qu'elle décide de devenir indépendante car elle en a marre de ne plus voir son fils. Et elle se lance sous un régime d'auto-entrepreneur d'abord, puis elle crée une première entreprise, Twisting, qu'elle fonde en 2012 et où elle continue à appliquer justement les principes de la recherche anthropologique aux études qualitatives. Et elle se lance dans le design thinking et l'accompagnement en innovation pour des grandes entreprises avec des teams d'ingénieurs tech où on l'interroge justement sur l'utilisateur final. Et c'est justement là que les implications, les interactions entre l'humain, qui est le sujet central de sa discipline, et les machines trouvent leur raison d'être. Alors, quand vous disiez les combattantes, donc là, elle s'est mise à combattre les biais dans les intelligences artificielles. Comment ces biais sexistes arrivent comme ça à s'immiscer dans les algorithmes ? Alors en fait, elle se rend compte par ses différentes missions qu'en se confrontant à la technologie, elle découvre de fil en aiguille que les biais dans l'intelligence artificielle, et notamment ceux liés au sexisme ordinaire, que l'on ne repère pas au premier coup d'œil, vont s'amplifier à des mesures à cause de leur reproduction massive par les intelligences artificielles.
Et comme vous le savez sûrement, les intelligences artificielles que l'on appelle communément IA traitent des données qu'elles n'analysent pas forcément elles-mêmes. Et ces technologies apprennent grâce aux exemples qu'elles reproduisent, ainsi que le langage appris au fur et à mesure de ces apprentissages. Et si certains biais de genre sont utilisés, donc sont introduits par l'humain, ils vont donc se reproduire à très large échelle, de l'ordre du milliard ou des milliards, ce qui va engendrer encore plus de biais de langage sexiste. Et Unbias, via sa technologie de pointe, va intercepter les éléments de langage à la source pour les transformer de façon plus neutre. En fait, aujourd'hui, dans les interactions digitales courantes, on va avoir affaire avec des chatbots, des robots, des algorithmes, des prédictions par exemple. Et on va sans vraiment s'en rendre compte faire face à des biais de genre. Les robots de l'INSEE ou du service des impôts vont vous demander qui est le chef de famille, implicitement un homme, sans tenir compte que la chef de famille pourrait exister en famille mono ou homoparentale. Et dans les prédictions de mutuelles, de banques ou même de RH, l'algorithme ne va pas accorder le même niveau de crédit, le même niveau de poste ou de compétence à un homme qu'à une femme. Comme dans une entreprise, on parlera de l'ensemble des collaborateurs. À première vue, on n'y voit aucun mal. Mais dans l'imaginaire, c'est implicitement un ensemble d'hommes blancs. Et Daphné nous cite aussi un autre exemple cocasse. Elle a rendez-vous à la banque. Elle est associée à 51% de son entreprise Unbias, PDG. Elle est PDG. Elle a donc tous les pouvoirs administratifs. Et la machine, qui donc ne réfléchit pas, sort tous les papiers au nom de son associé masculin. Et elle nous explique que, évidemment, pris individuellement, ce n'est pas si grave, mais c'est la masse qui devient inquiétante. Quand vous êtes en permanence confronté à des textes où le masculin fait référence, cela crée des réflexes et on va finir par attribuer des compétences ou des qualités à un genre plutôt qu'un autre. Évidemment, ces biais de sexisme ordinaires ne sont pas créés par l'algorithme, encore une fois, il reprend de façon tellement extensive qu'ils en deviennent systémiques. Et ils sont très difficiles à détricoter car ils sont dans tous les processus créés par les algorithmes. Et d'ailleurs, ces machines aident à voir aussi l'intensification de ces biais, puisque en se reproduisant à large échelle, on se rend compte de leur interaction massive. Alors, on va peut-être pouvoir écouter justement Daphné Marna nous en parler, puisque vous avez une vidéo pour nous de ce portrait de femme que vous nous proposez aujourd'hui, Olivia Strigari. Je vous propose qu'on l'écoute nous parler donc de son activité Unbias. Voici Unbias en 1 minute 30. L'intelligence artificielle se doit d'être responsable. On sait que les modèles d'apprentissage profond non supervisés reproduisent et amplifient les biais logés dans les corpus de données sur lesquels ils s'entraînent. Et même avec toutes les bonnes intentions, la construction d'un modèle responsable, c'est-à-dire éthique et performant, est difficile. La FICO a interrogé en 2021 plus de 100 entreprises mondiales leaders dans leur domaine et utilisant de l'IA. 80% des répondants ne veillent pas à l'équité de leur modèle en production. Face à ce challenge, une experte en sciences humaines et un ingénieur IA ont créé Unbias, la première solution technique à pouvoir réduire l'intensité des biais dans les modèles en traitement automatique du langage. En réduisant l'intensité des biais, on réduit drastiquement le risque discriminatoire. Unbias traite un énoncé, une phrase, quelle que soit la langue. Il réduit l'intensité du traitement accordé à un homme par rapport à une femme ou l'inverse. Il conserve la propriété linéaire de la phrase à un coût calculatoire et énergétique extrêmement faible. Il est entièrement auditable et il est non invasif. Sans risque pour votre modèle, Unbias préserve ses propriétés statistiques et sémantiques de votre corpus. Il est scalable. Unbias est taillé pour la très grande vitesse et monte à l'échelle sans variance de manière prévisible et stable. Réduire l'intensité des biais à risque discriminatoire peut s'appliquer aux IA qui déterminent l'accès à l'éducation, à l'emploi, à la formation professionnelle. Aux IA qui évaluent le risque pour l'obtention d'un prêt ou d'une mutuelle, ou qui interviennent dans les prises de décision, de la justice, des processus démocratiques et qui traduisent ou produisent du discours. Et ben voilà, grâce à vous, Olivia Strigari, on a découvert non seulement Daphné Marna, mais l'activité Unbias qui lutte, donc qui utilise des algorithmes pour corriger des algorithmes biaisés. Merci beaucoup. Je rappelle aussi que vous êtes directrice de la publication et cofondatrice des Informels. C'est le nouveau média des femmes actives. On vous retrouve régulièrement maintenant dans Smart Tech. À suivre, eh bien, on va découvrir cette fois un nouveau robot. Celui-ci se prend pour un caméléon. Bonjour Cécilia. Alors aujourd'hui, vous allez nous présenter une
techno qui copie un reptile. Oui, un caméléon, précisément parce que le caméléon, vous le savez, en plus de gober des mouches, c'est pas ça qui nous intéresse ici. Évidemment, il change de couleur. D'ailleurs, information intéressante, c'est pas vraiment pour se camoufler en réalité qu'il change de couleur, c'est pour communiquer avec ses amis caméléons. Alors, cette particularité, évidemment, des chercheurs essaient de la reproduire depuis des siècles, même, vous verrez ça tout à l'heure, et une équipe de chercheurs de Séoul a décidé d'avoir une nouvelle méthode, une méthode robotique pour reproduire cette capacité. Est-ce que ce robot est fidèle au reptile? Est-ce qu'il lui ressemble vraiment? Vous allez voir sur les images, moi je dirais que oui, il lui ressemble assez. Alors, il est moins esthétique, c'est vrai, il a moins de détails. Il est moins rapide aussi, vous allez le voir sur les images tout à l'heure également, mais il a le grand avantage de changer de couleur en fonction de l'arrière-plan, et ça c'est quand même une belle réussite. Effectivement, je vois ça. Alors, comment fonctionne-t-il? Alors, grâce à la chaleur, tout simplement. Enfin, c'est tout simplement, mais c'est quand même un procédé assez particulier. Sa peau, elle, en fait, est molle. Il a une peau artificielle qui est composée d'une couche de cristaux liquides thermochromiques. Thermochromique, ça veut dire que les cristaux vont réagir, changer d'état en fonction de la chaleur. Et donc, en dessous de cette peau artificielle, il y a justement un conducteur de chaleur, des nanofils d'argent qui vont pouvoir amener la chaleur jusqu'à cette peau artificielle. Alors, voilà comment ça fonctionne concrètement. D'après un membre de l'équipe de recherche qui a été interviewé, il faut le dire, par l'équipe de Sciences et Avenir qui nous a apporté ces éléments intéressants, il y a des capteurs sous le caméléon qui identifient l'arrière-plan sur lequel il passe. Il y a à l'intérieur aussi une carte électronique qui le fait fonctionner. Et donc, quand le caméléon passe sur un arrière-plan de couleur, la fréquence est enregistrée, la lumière est transformée en fréquence de couleur. Cette fréquence de couleur est transformée en température précise, et cette température est envoyée électriquement via les nanofils d'argent qui vont ainsi transformer les cristaux thermochromiques. Et le plus impressionnant, vous le voyez sur les images, c'est que tout ça, ça se fait en temps réel grâce au système qui est à l'intérieur de ce robot caméléon. Qu'est-ce qui manque pour parfaire la techno? Alors, il faudrait encore un petit peu peaufiner au niveau des températures. Pour l'instant, la tranche de température accessible est assez limitée. On est vraiment sur le rouge, vert, bleu. Et pour que ce soit efficace, il faudra aussi que ça fonctionne avec des températures qui sont froides, donc les nuances, tout simplement. Bon, très rapidement, on va nous dire à quoi sert cette innovation. Alors, évidemment, le secteur militaire est très intéressé par cette innovation. Depuis 1800, ce secteur-là s'intéresse à ces innovations pour le camouflage et pour identifier le camouflage des autres. Et la robotique, évidemment, imaginez demain un robot humanoïde qui pourra avoir une peau artificielle comme celle-là pour réagir, pourquoi pas, à un joli compliment. Pour rougir. Pour rougir, oui. Merci Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, votre quotidienne sur l'innovation et la nouvelle société numérique. À suivre, c'est le Lab où les entreprises viennent pitcher. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.